136 avant notre ère, Rome détruit définitivement Carthage. Après plus d'un siècle de rivalité, sa grande ennemie disparaît dans les flammes à la fin de la Troisième Guerre punique. La même année, Rome impose aussi sa domination sur la Grèce, avec la destruction de Corinthe. En quelques mois, deux mondes s'effondrent, et Rome, qui n'était autrefois qu'une cité italienne ambitieuse, devient l'une des plus grandes puissances de toute la Méditerranée. Mais cette victoire marque aussi le début d'un déséquilibre profond, car plus Rome grandit, plus sa république devient difficile à contrôler. Les guerres rapportent des richesses, des terres et surtout un très grand nombre d'esclaves. Ils sont capturés lors des conquêtes, puis revendus ou employés dans les maisons ou dans les lieux de travail les plus pénibles. Pour les grandes familles romaines, c'est une source de richesse considérable. Mais à mesure que Rome s'enrichit, une partie de sa population s'appauvrit. Dans les campagnes italiennes, les petits propriétaires qui avaient longtemps formé la base de la République sont les premiers touchés. Ces hommes possèdent souvent quelques terres, juste assez pour faire vivre leur famille. Mais ce sont aussi eux que Rome appelle lorsqu'il faut partir en guerre. Or, au IIe siècle avant notre ère, les campagnes militaires ne se limitent plus aux environs de l'Italie. Les soldats sont envoyés de plus en plus loin, parfois pendant de longues périodes. Pendant leur absence, les champs sont moins cultivés, les revenus diminuent et les dettes peuvent rapidement s'accumuler. Lorsqu'ils reviennent, certains retrouvent une exploitation affaiblie, parfois impossible à sauver. Peu à peu, les petites exploitations disparaissent au profit de grands domaines agricoles, les latifundia. Ces latifundia deviennent l'un des symboles de cette nouvelle Rome. Il s'agit de vastes propriétés appartenant aux élites, souvent exploitées par des esclaves. Pour les riches, le système est rentable. Pour les citoyens pauvres, il est destructeur. Ils perdent leurs terres, donc leur indépendance, et parfois même leur place dans la société romaine. Plus tard, cette réalité marquera profondément certains réformateurs. Selon Plutarque, Tiberius Gracchus aurait été frappé lors d'un voyage en Étrurie par ces campagnes où les hommes libres semblaient avoir été remplacés par une main-d'œuvre servile venue de l'étranger. Ce genre d'image résume à lui seul le malaise de la République. Rome domine le monde méditerranéen, mais elle voit disparaître une partie de ceux qui avaient fait sa force. Alors, peu à peu, les inégalités se creusent au sein de la jeune République. Les généraux victorieux deviennent de plus en plus puissants et de plus en plus riches, tandis que leurs soldats, eux, reviennent parfois ruinés, privés de leurs terres et sans véritable avenir. En -133, alors que la République n'a pas
En 133 avant notre ère, alors que les tensions sociales s'accumulent depuis plusieurs années, Tiberius Crassus tente de s'attaquer directement aux inégalités. Cette année-là, il devient tribun de la plèbe, une fonction politique créée à l'origine pour protéger les citoyens les plus modestes face aux abus des puissants. Son projet touche à l'un des sujets les plus sensibles de Rome, la propriété terrestre. Tiberius veut limiter l'accaparement des terres publiques par les grandes familles aristocratiques. Il propose donc d'en récupérer une partie pour la redistribuer à des citoyens pauvres. Son idée n'est pas seulement sociale, elle est aussi politique et militaire. En redonnant des terres aux petits citoyens, il espère leur rendre une indépendance, une place dans la société et peut-être aussi préserver l'ancien modèle du citoyen soldat. Mais pour le Sénat et les grandes familles, cette réforme est une menace directe. Elle remet en cause leurs intérêts et leur influence. Très vite, le débat ne porte plus seulement sur la terre. Il devient une lutte pour savoir qui a vraiment le droit de décider de l'avenir de la République. La tension monte encore lorsque Tiberius force le passage pour faire avancer sa réforme. Comme le Sénat bloque son projet, il se tourne directement vers le peuple en contournant les usages politiques habituels. Pour ses adversaires, c'est un signal inquiétant. Tiberius ne serait plus seulement un réformateur, il chercherait à concentrer le pouvoir entre ses mains. À Rome, cette accusation est explosive. Depuis la chute des rois, le mot tyrannie effraie, et c'est précisément ce mot que ses ennemis commencent à utiliser contre lui. Cette même année, en 133 avant notre ère, la crise dégénère. Tiberius Crassus est tué avec plusieurs de ses partisans lors d'un affrontement mené par ses adversaires politiques. C'est la première fois que la violence politique frappe aussi brutalement le cœur de la République. Rome comprend alors qu'un conflit politique ne se règle plus seulement par les discours, les votes ou les alliances. Désormais, il peut aussi se régler par la force. 10 ans plus tard, en moins 123, son frère Caius Gracchus reprend le combat. Lui aussi devient tribun de la plèbe, puis il est réélu l'année suivante. Mais Caius ne se contente pas de reprendre exactement le projet de Tiberius. Il cherche à transformer plus largement l'équilibre politique de Rome. Il poursuit la réforme agraire, mais il met aussi en place des mesures destinées à aider le peuple, notamment autour du prix du blé. Il soutient des projets de colonies pour installer des citoyens sur de nouvelles terres. Il veut donner davantage de droits aux alliés italiens de Rome, ces peuples qui combattent souvent aux côtés des Romains, sans bénéficier pour autant des mêmes privilèges qu'eux. Pour ses adversaires, Caius devient à son tour un danger. En l'an 121 avant notre ère, une crise éclate. Caius Gracchus meurt à son tour, dans un contexte de répression politique. Tiberius et son frère Caius, les deux frères que l'on appelle aussi les Gracques, n'ont pas détruit Rome, mais leur combat révèle une république déjà profondément fragilisée.
romaine continue de fonctionner, mais ces tensions restent ouvertes. La question des terres n'est pas réglée, les inégalités persistent, et de nombreux citoyens pauvres n'ont plus vraiment leur place dans l'ancien équilibre romain. C'est dans ce contexte qu'apparaît Caius Marius. En 107 avant notre ère, Marius est élu consul. C'est un homme important, car il n'appartient pas à l'ancienne aristocratie sénatoriale. À Rome, on appelle cela un homme nouveau. Un homme qui parvient aux plus hautes fonctions sans venir d'une famille déjà installée au sommet de l'État depuis des générations. Cette origine compte beaucoup. Marius incarne une forme d'ascension sociale dans une république encore dominée par les grandes familles. Il n'est pas seulement un chef militaire efficace, il devient aussi le symbole d'un monde romain en pleine évolution. Durant cette période, Rome a besoin de soldats, mais une partie de ceux qui formaient autrefois la base de l'armée n'a plus les moyens de tenir ce rôle. Marius ouvre alors davantage l'armée aux citoyens pauvres. Des hommes sans terre, sans fortune et sans avenir clair peuvent désormais rejoindre les légions. Pour eux, l'armée devient une possibilité de survie, mais aussi d'ascension. Elle offre une solde, un cadre, un chef et l'espoir d'obtenir un jour une récompense. Cette évolution transforme profondément le rapport entre les soldats et leurs généraux. Avant, le soldat romain est d'abord un citoyen qui sert temporairement la République. Mais avec Marius, on voit apparaître une armée plus durable, plus professionnelle, composée d'hommes qui dépendent davantage de leur carrière militaire. Le général devient alors une figure centrale. C'est lui qui commande, qui mène à la victoire, qui distribue le butin et qui peut promettre des terres à ses vétérans. Entre -104 et -100, il est élu consul plusieurs fois de suite. C'est exceptionnel, car la République romaine se méfie profondément de l'accumulation du pouvoir entre les mains d'un seul homme. Normalement, les magistratures sont limitées dans le temps, précisément pour éviter qu'un citoyen ne devienne trop dominant. Mais le contexte est tendu. Rome traverse une crise militaire grave. Des peuples venus du nord, les Cimbres et les Teutons, menacent le monde romain. La peur est immense, car Rome garde en mémoire le traumatisme ancien de l'invasion gauloise, plusieurs siècles plus tôt. Marius apparaît alors comme l'homme capable de sauver la République. En l'an 102 avant notre ère, il bat les Teutons. L'année suivante, il écrase les Cimbres. Ces victoires font de lui un héros militaire. Aux yeux de nombreux Romains, il n'est plus seulement un consul. Il est celui qui a protégé Rome d'un danger existentiel. Mais cette gloire crée un précédent dangereux. Certes, Rome gagne en efficacité militaire, mais elle crée sans le savoir une nouvelle menace intérieure. Des généraux capables de s'appuyer sur leurs soldats pour imposer leur volonté politique.
soldats participent à ces conquêtes, mais restent exclus de la pleine citoyenneté romaine. En réclamant les mêmes droits que les citoyens de Rome, ils provoquent un conflit brutal qui révèle une fracture profonde au cœur de l'Italie romaine. La guerre est violente, elle se déroule au cœur même de l'Italie. Des villes alliées se soulèvent, organisent leur propre confédération, et certaines vont jusqu'à frapper leur propre monnaie pour affirmer leur indépendance. Rome comprend alors qu'elle ne peut pas simplement écraser cette révolte sans transformer son propre système. Pour diviser ses adversaires et calmer une partie de l'Italie, elle accorde progressivement la citoyenneté à ceux qui restent fidèles, puis à une grande partie des Italiens. En moins 90, la Lex Julia ouvre la citoyenneté aux alliés qui n'ont pas pris les armes contre Rome ou qui acceptent de les déposer. Puis, l'année suivante, d'autres lois élargissent encore ces droits. Peu à peu, la citoyenneté romaine dépasse les murs de Rome et s'étend à une grande partie de la péninsule italienne, du Latium jusqu'aux régions du centre et du sud de l'Italie. C'est une grande victoire politique pour les alliés italiens, mais c'est aussi un tournant décisif pour Rome. La République devient plus vaste, plus inclusive, presque italienne dans son ensemble. Mais en s'étendant politiquement, Rome devient aussi beaucoup plus difficile à gouverner. Les attentes grandissent et les vieilles institutions peinent à absorber ce nouveau monde. C'est dans ce climat de déséquilibre qu'émerge l'un des personnages les plus redoutables de la fin de la République, Lucius Cornelius Sylla, qui marche sur Rome avec ses légions. Ce geste est un tournant. Jusqu'ici, l'armée romaine est censée défendre la cité contre les ennemis extérieurs. Mais en moins 88, elle devient pour la première fois l'instrument d'un général contre ses adversaires politiques, au cœur même de la République. Il impose ses décisions. Il repart ensuite en Orient pour combattre Mithridate, le puissant roi du Pont, un royaume situé au nord de l'Anatolie. Cet adversaire redoutable est alors l'un des plus grands ennemis de Rome en Orient. Mais pendant que Sylla s'éloigne de la capitale, Rome ne retrouve pas le calme pour autant. Ses adversaires en profitent pour reprendre l'avantage. Le consul Cinna s'allie à Marius, revenu d'exil, et tous deux reprennent la ville en moins 87. Rome plonge alors dans une nouvelle vague de violence politique. Les partisans de Sylla sont pourchassés, certains sont exécutés, et la République entre dans une logique de vengeance. Marius redevient consul en l'an 86 avant notre ère, mais il meurt quelques jours plus tard. Entre moins 83 et moins 82, Sylla revient en Italie avec son armée. Cette fois, il revient pour reprendre Rome. Une guerre civile éclate à nouveau, jusqu'à la bataille de la Porte Colline en moins 82, tout près de la capitale. Sylla l'emporte et devient le maître de la République. La même année, il se fait nommer dictateur. Dans la tradition romaine, cette fonction existe pour répondre à une crise exceptionnelle. Mais Sylla l'utilise pour réorganiser l'État en profondeur. En moins 79, il abandonne volontairement le pouvoir et il meurt l'année suivante. Mais après lui, l'illusion d'un ordre intact est brisée, car Rome
imposer sa volonté par les armes. En 73 avant notre ère, la République romaine est encore marquée par les violences de l'époque de Sylla. Mais cette fois, le danger ne vient pas d'un général ambitieux, ni d'une rivalité au Sénat. Il vient d'un lieu beaucoup plus inattendu, une école de gladiateurs, à Capoue, dans le sud de l'Italie. C'est là qu'un gladiateur d'origine thrace, nommé Spartacus, s'échappe avec plusieurs compagnons. Très vite, ce groupe se transforme en ralliement de masse. Des esclaves, des fugitifs, des travailleurs pauvres rejoignent Spartacus. Son groupe grandit. Il se déplace à travers l'Italie et parvient à battre plusieurs forces envoyées contre lui. Rome, qui domine la Méditerranée, se retrouve humiliée par une armée d'esclaves formée sur son propre sol. En moins 72, la révolte devient un danger encore plus sérieux. Spartacus n'est plus seulement un gladiateur en fuite, il devient le symbole d'une peur profonde chez les élites romaines. Car si les esclaves se soulèvent en masse, c'est tout un système économique et social qui peut s'effondrer. L'année suivante, en moins 71, le commandement contre Spartacus est confié à Marcus Licinius Crassus, l'un des hommes les plus riches de Rome. Crassus comprend que cette guerre est aussi une occasion politique. S'il écrase la révolte, il ne sauve pas seulement l'ordre romain, il gagne un prestige immense. Il finit alors par rattraper les troupes de Spartacus dans le sud de l'Italie. L'armée d'esclaves, épuisée et prise au piège, tente alors une dernière bataille. Selon les sources antiques, Spartacus se serait battu jusqu'au bout, au milieu de ses hommes. Mais son corps n'est jamais retrouvé avec certitude. Pour Rome, cette victoire militaire ne suffit pas. Il faut transformer la défaite de Spartacus en avertissement. Crassus fait alors crucifier environ 6000 survivants le long de la voie appienne, la grande route qui relie Capoue à Rome. Le message est clair et brutal. Ceux qui défient Rome doivent être vus, punis et servir d'exemple. Mais au même moment où Crassus écrase la révolte, Pompée revient d'Espagne avec ses troupes. Il capture une partie des derniers fugitifs et revendique lui aussi une part de la victoire.
par ses victoires militaires et sa popularité auprès des soldats. Ils ne s'aiment pas vraiment, et pourtant, Rome ne peut plus faire comme s'il n'existait pas. À cette époque, le pouvoir à Rome ne repose plus seulement sur les lois ou les traditions. Il commence à se concentrer autour d'hommes capables d'acheter des soutiens, de commander des armées et d'imposer leur volonté à la République elle-même. En l'an 67 avant notre ère, cette évolution devient encore plus visible. La Méditerranée est alors menacée par des pirates. Ce n'est pas seulement un problème maritime. Les pirates perturbent le commerce. Ils menacent l'approvisionnement en blé et donnent aux Romains l'impression que leur monde n'est plus en sécurité. Pour régler la crise, Rome donne à Pompée un commandement extraordinaire. Il reçoit des pouvoirs immenses sur la Méditerranée et sur une large partie des côtes. En quelques mois, il réussit à réduire la menace. Le succès est spectaculaire, mais le précédent l'est tout autant. Une fois encore, face à la peur, Rome accepte de concentrer un pouvoir énorme entre les mains d'un seul homme. À partir de -66, Pompée reçoit un nouveau commandement majeur, cette fois en Orient, contre Mithridate VI du Pont, l'ancien ennemi de Rome déjà combattu par Sylla. Mais cette campagne dépasse largement une simple victoire militaire. Pompée repousse Mithridate, renforce l'influence romaine en Asie mineure, puis avance jusqu'en Syrie et en Judée. En quelques années, il ne se contente pas de gagner des batailles. Il réorganise une grande partie de l'Orient romain et impose Rome comme puissance dominante dans la région. Lorsqu'il revient, il n'est plus seulement un général prestigieux. Il est l'homme qui a sécurisé la Méditerranée, qui a vaincu en Orient et qui a redessiné une partie du monde romain. Son prestige devient immense. Mais pendant ce temps, un autre homme avance plus discrètement, mais avec une ambition des plus remarquables. Jules César. César naît en l'an 100 avant notre ère, dans une famille patricienne, les Julie, qui prétend descendre de la déesse Vénus par le héros Énée. Son nom appartient à une lignée très prestigieuse, mais sa famille n'est plus parmi les plus puissantes de Rome. César grandit dans un monde marqué par les guerres civiles, les rivalités entre Marius et Sylla, et la violence politique. Ce passé compte beaucoup. Par sa famille et ses alliances, il est lié au camp de Marius, l'adversaire de Sylla. Très jeune, il comprend donc que la politique romaine n'est pas seulement une affaire de discours et d'élections. C'est aussi un monde de fidélité, de dette, de danger et de mémoire. Dans les années -70 et -60, César n'a pas encore l'armée de Pompée, ni la fortune de Crassus. Mais il comprend très vite une chose essentielle. Dans une république en crise, la popularité peut devenir une arme. Pour comprendre comment César devient si populaire, je t'invite maintenant à te laisser emporter par le prochain épisode qui s'affiche sur ton écran. Nous y verrons comment cet homme ambitieux va quitter les couloirs de Rome pour entrer dans l'histoire par les alliances dangereuses et par la guerre des Gaules, qui va faire de lui une légende